Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis avec Xavier. Xavier, c'est la deuxième fois que tu passes sur le podcast. Je suis très content de te recevoir parce que ça fait un moment qu'on avait échangé sur le podcast. C'était vraiment sur un sujet très entraînement avec plutôt sur la partie renforcement musculaire qui était le sujet qu'on avait détaillé. Alors c'était il y a un moment maintenant, j'ai même pas recherché la date. Il y a eu pas mal de modifications, de changements dans ton actu perso, dans tes projets pro. Comment vas-tu, Xavier? Eh bien, écoute, je te remercie, François. Ça va plutôt pas mal du tout. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, moi là je me les gèle. On est 19 janvier là et c'est tout blanc chez moi là. Alors c'est pas la neige, c'est du verglas là qu'il y a partout. Et comme j'ai le syndrome de Raynaud, j'aime pas du tout cette période de l'année. Mais bah, comme je suis un grand sportif de nouveau depuis cette année, eh ben, je me remets à courir et quand je cours tout va bien. Donc c'est le principal. Mais écoute, sinon, bah écoute, tout va bien, hein. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements aussi de mon côté et avec une belle organisation de travail et toujours ce podcast qui tourne plutôt bien. Donc oui, tout va bien. Mais toi, tu es même plus en France, enfin du moins en métropole. Ouais, je suis plus en France hexagonale. Ouais, alors j'ai appris que c'était beaucoup plus cohérent et beaucoup plus parlant de parler de France hexagonale plutôt que métropole, qui rattache à quelque chose encore on va dire, d'un aspect colonial ou qui va rappeler à l'esclavage. Alors il faudrait qu'on dise France hexagonale plutôt que métropole. J'ai découvert ça ici, donc j'ai la chance d'habiter à Marie-Galante, qui est une des îles de la Guadeloupe. Changement de vie un petit peu, changement d'atmosphère, changement d'ambiance. Et moi j'ai le problème un petit peu inverse, c'est qu'il est compliqué de trouver des heures pour s'entraîner parce que même en hiver, la chaleur reste vraiment compliquée. C'est dur d'aller courir entre 9 heures et 15 heures, voire 16 heures. Et puis, quand on se rapproche de l'été, ou le pire, c'est septembre-octobre, ben là, c'est compliqué de s'entraîner entre 7 heures du matin et 7 heures du soir. Il faut s'entraîner quasiment que de nuit si on veut faire un peu de qualité, un petit peu d'intensité, parce que même avec de l'adaptation à la chaleur, on est extrêmement limité. Il fait beaucoup trop chaud. Et ça peut faire poser des questions quand t'entends parler certains auteurs du GIEC ou quand t'entends parler des gens comme ici qui te disent que en fait ce type de climat où on pourra peut-être plus mettre le nez dehors pourra devenir prépondérant sur Terre dans quelques années. Donc je suis peut-être en train d'expérimenter à l'avance qu'est-ce que c'est. Et c'est vrai que tu ne peux pas, il fait trop chaud. Donc moi j'ai découvert l'inverse, c'est devoir m'adapter en permanence à la chaleur. Et c'est pas toujours évident. C'est une grande chance d'habiter ici, mais pas toujours évident. C'était un choix personnel, professionnel. Qu'est-ce qui a motivé le choix d'aller habiter là-bas? Excellente question. Envie de changement, très clairement. J'ai eu la chance de pouvoir vendre mon cabinet, enfin mon activité kiné que j'avais à la frontière entre la Haute-Garonne et l'Ariège, et d'avoir quelqu'un qui a eu confiance dans le projet et qui l'a repris. Et donc du coup ça a laissé libre cours à avoir un peu de choix au niveau des environnements. L'étranger, c'était compliqué. Ayant des enfants, il fallait quand même garder une activité, on va dire alimentaire, quelque chose qui peut continuer à remplir le frigo. Et pour ça, la kiné arrive à combiner de la passion et une activité alimentaire qui permet de bien vivre. Et surtout, je voulais rester dans un système de sécurité sociale française, d'éducation française et tout ça. Donc les Antilles se sont imposées. J'ai testé toutes les Antilles. Je sais pas pourquoi. Marie-Galante, il y a eu un énorme coup de cœur. Et puis le plaisir et la chance de croiser une copine de 15 ans avec qui je travaille aujourd'hui. Et donc voilà, de fil en aiguille, je savais même pas qu'elle habitait à Marie-Galante. Et puis on s'est retrouvés là et du coup elle cherchait quelqu'un. Donc c'était absolument parfait. Voilà. Grosse envie de changement. J'avais par contre pas conscience à quel point c'était plat, même en étant venu. Et c'est vrai que c'est très plat. Moi qui adore la montagne, hein, qui est quand même un petit côté, un petit pied montagnard, ça me manque un petit peu. C'est vraiment on va dire le seul côté embêtant de l'île, mais je pense que vivre dans un lieu, c'est toujours une question de compromis. Là, le compromis, il est vraiment excellent. C'est vrai que tu vas comprendre la souffrance de tous les Bretons qui doivent Ouais, c'est préparer ça. des Et, trails et, montagneux sans et avoir de encore, planning. Et encore, j'ai de la chance, je te dis ça, mais on a quand même une bosse. Moi, il faut aller très près de la mer. Il y a du tuf. C'est une espèce comment dire, de calcaire extrêmement friable. Donc, faut pas se casser la figure, mais on arrive quand même à avoir une bosse qui fait 193, je crois, ou 198 mètres. Donc, ce qui est quand même énorme. Mais c'est sûr que par rapport à mon Ariège ou le Cagir, les Toulousains doivent connaître ça manque un peu quand même.
Ah, j'ai tué de l'Ariège, c'est mon défi de cette année, l'Ultra-Ariège, tu dois le connaître. Eh ben, l'ultra-mariage avant partait de mon petit village, où j'ai la chance d'avoir une toute petite maison d'Aulus-les-Bains. Et oui, oui, l'ultra-mariage, il est savoureux quand même, hein. Tu vas sûrement te régaler. Je sais pas si Hmm. c'est Grégoire qui organise toujours ça, mais très très belle course. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est mes amis Benoît et Robin qui l'animent et je leur fais toute confiance pour mettre une ambiance de folie avec un événement qui est assez authentique, toujours un peu dans son jus, comme je le cherchais. Donc, puis je connais pas du tout ce coin-là en plus, donc Ouais, c'est hâte vraiment de découvrir. vraiment sympa. Il y a des parties très roulantes parce que tu vas beaucoup emprunter du GR10, mais il y a quand même des portions un peu assez rustiques. Si t'aimes bien la rusticité, ça va être sympa. Puis il y a des endroits, il y a pas de traces, il tire tout droit. Et moi, je trouve ça chouette vers le. Il me semble que vous passez par le Trois Seigneurs à un moment donné, ça tire un peu tout droit, c'est rigolo. Je Trop présume que bien, tu parles de Robin Thomas? tout à fait. Ah, trop cool, excellent. Ouais, ouais, la grande gueule du Sud. Ah, il est génial. Ouais, c'est notre Ludo collé à nous. Exactement. Bah, il vient sur l'ultramarin aussi depuis 2 ans. Cette année, il sera pas là, mais ouais, ouais, vraiment un grand plaisir. Et j'ai eu la chance d'animer un petit peu avec lui aussi sur la diagonale. On a tenu le micro ensemble pendant un temps, donc c'était un bon moment. Bon, tu vois, on digresse tout de suite. Écoute, quelle est donc ton actu après avoir vendu ce cabinet que tu as tenu quand même pendant un moment? Quels étaient les grands changements? Alors l'actu, ouais, a commencé un petit peu avant avec, on va dire, la professionnalisation de l'entraînement. Alors j'avoue que je commence à en avoir marre d'entendre coaching à toutes les sauces, de faire de l'entraînement en ligne. J'en faisais en présentiel et en ligne. Et puis là vraiment, il y a eu un développement de cette activité-là par une structure, une agence d'entraînement qui s'appelle Ibex Outdoor, qui est où j'ai été recontacté par Thomas Laure Blanchet, qui est un des premiers athlètes français à avoir été, on va dire, avec un statut quasi pro, champion du monde en 2009, qui a gagné 4 fois les Templiers, la Leadville, il a un petit palmarès, le coquin. Et il m'a relancé en me disant, est-ce que t'es intéressé, on monte un truc vraiment costaud avec Simon Tissier, on a besoin d'entraîneurs. Et il avait pensé à moi, ce qui était plutôt sympa. Ça correspondait exactement au moment où j'étais en train de vouloir faire un peu plus ça, parce que je pense que peut-être pas mal de gens doivent se reconnaître là-dedans, mais t'es dans un club de trail, t'as 2-3 connaissances en entraînement, puis les gens viennent te demander des conseils, puis tu peux pas me faire un plan, j'ai une course dans 3 semaines, puis tu le fais, puis c'est gratos, puis tu rappelles que normalement tu factures un petit peu, ou que ça prend quand même du temps, puis on te dit merci, puis à la fin dès que la course est finie, les gens s'en vont. Et je pense que pas mal de gens se reconnaîtront là-dedans. Et puis à un moment donné, tu donnes beaucoup, on te rend peu. Et puis les séances, les gens les font pas. Et malheureusement, ce qui n'a pas de, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Ce qui est gratuit, les gens s'en foutent. Et puis à un moment donné, tu dis là stop, je te fais plus gratuit. Puis j'ai envie de facturer. Puis du coup, tu perds quelques gars. Et puis professionnaliser ça permet quand même vraiment d'avoir un rapport que les gens investissent, on va dire, des sous, et en échange, moi, je donne de mon temps et de mes compétences. Et donc, avec Ibex, ça permet d'avoir une fenêtre, et surtout, ils gèrent toute la partie publicité, toute la partie communication qu'ils font tellement mieux que moi. Et donc, ça permet d'avoir des coureurs. Des coureurs de qualité, des coureurs motivés. Et puis, on utilise Nolio. Peut-être que tu as déjà abordé ce sujet-là, qui est une super plateforme. Franchement, il y a plein de petits bugs, mais ça marche quand même extrêmement bien. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est génial pour rester en contact avec les coureurs. Donc ça, c'est la première actu. La deuxième, c'est qu'avec Fabrice Kuhn, que je salue, qui est un ami depuis 10 ans, rencontré au Festival des Templiers. J'ai perdu l'année, si c'est 2012, 2013 ou 2014. Il venait de faire le 105 km, il arrivait tout pimpant, tout fringant. Il arrive encore à porter sa fille sur les épaules en descendant une petite côte. Moi, c'était la veille d'aller faire la grande course. J'ai dit, c'est qui ce gars-là? Et puis discuter. Puis merde, mais Fabrice Kuhn, je connais, j'ai lu ses bouquins sans savoir que c'était lui. Et puis beaucoup sympathisé, beaucoup discuté. On s'est fait des heures de coups de téléphone à échanger sur l'entraînement, la nutrition. Mais c'était sa grosse tasse de thé. Puis il est parti un petit peu côté entraînement aussi pour se cultiver. Et on a décidé il y a, je dirais, 3-4 ans, on sait plus bien. Et si on se faisait un bouquin, au départ le projet était à 3, finalement il s'est fini à 2, et puis on est extrêmement content. Et il est sorti là le 12 décembre, donc ça fait 5 semaines que le bouquin est sorti.
Le livre s'appelle La science de l'endurance aux éditions Thierry Soucard. Je trouve ça toujours marrant de dire que j'ai un éditeur maintenant. Et voilà, livre coécrit avec lui, 3 ans de boulot, pas mal de prises de tête, beaucoup de plaisir, et puis satisfaction d'avoir le bébé entre les mains là depuis 5 semaines. Bah, figure-toi que je l'ai là, au moment où on se parle, dans les mains. C'est marrant parce que je te le disais, le tout premier chapitre que j'ai lu, c'était celui sur la bière, savoir si c'était si c'était bon ou pas pour l'entraînement et pour la récupération. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet du bouquin et de ce qu'il raconte, je voulais savoir pourquoi avoir écrit un livre. Déjà, ça c'est la première question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup, de plus en plus, du moins des livres. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour faire quelque chose de différent, et finalement, pourquoi l'avoir écrit? Alors, différent, ça serait prétentieux de dire qu'on a fait un truc différent, même si c'était ce qu'on cherchait. On voulait vraiment essayer de confronter la science aux croyances et aux pratiques. Clairement, s'il n'y a pas Fabrice, il n'y a pas de bouquin. Fabrice avait déjà son éditeur, donc il était déjà chez Thierry Soucard, c'est son 7e ou 8e bouquin, j'ai perdu un peu le compte. Donc il a une grande expérience de l'écriture, il est un peu énervant tellement il écrit vite, tellement il écrit bien, et tu vas mettre 15 jours à pondre un truc, lui ça lui prend une petite journée. Donc clairement, c'est pas Fabrice, il n'y a pas de livre. Et il voulait justement confronter un peu tout ce qu'on se disait, on s'envoyait des articles quand je dis articles, c'est articles scientifiques, où on tombait sur un petit article qui parlait, une nouvelle séance a été étudiée, a été comparée à un entraînement classique. Si on fait tel type de renforcement, a priori, on arrive à avoir une meilleure fin de course sur un 10 km. Donc, à force de confronter ça, il a dit, et si on faisait un bouquin dans ce sens-là? Donc, clairement, ça part de discussion, ça part de son idée d'aller au bout des choses, parce qu'on hésitait aussi à un moment donné à faire une formation pour des médecins, des kinés, faire quelque chose d'extrêmement pratico-pratique, à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser la science pour de la performance ou de la science pour de la récup. Et on est parti là-dedans. C'est vrai qu'il avait déjà écrit Paléophyte, qui était un mélange de course à pied et de renforcement à poids de corps, inspiré un petit peu des chasseurs-cueilleurs. Donc on voulait s'éloigner un petit peu de ce côté romancé et partir sur quelque chose de beaucoup plus... on va pas dire scientifique, mais quelque chose qui reste lisable avec plaisir. Et je pense qu'on a réussi, parce que franchement, je suis hyper surpris de tous les petits retours que j'ai, des petits messages de gens que je connais même pas, qui me contactent sur Instagram ou Facebook en disant chouette le livre, et d'essayer d'apporter, on va dire, un condensé de connaissances à partir d'études scientifiques pour le rendre digeste, et comment on peut l'appliquer au quotidien, que ça soit parler de la bière justement. Moi je suis quand même assez adepte d'une petite bière à l'arrivée. Est-ce que c'est vraiment intéressant finalement de boire une bière, ou est-ce qu'on peut boire autre chose? Parler d'intensité, parler d'entraînement glycogène bas, parler d'entraînement cétogène, même si Fabrice a fait un bouquin complet sur ça. Voilà, c'est d'essayer d'aller sur 40 chapitres, il y aura un tome 2, d'aller sur 40 chapitres pour ça. Moi, ce que j'aime bien dans le livre, c'est que maintenant, je commence à en avoir lu quand même un paquet de livres sur l'entraînement. Et ce qui me plaît maintenant de lire, c'est des bouquins que je peux feuilleter comme ça à souhait sur un sujet, et de manière facile, graphique. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le livre. C'est pas un livre qui va, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais qui se lit de la page 1 à la dernière, comme ça, d'une traite, avec un format d'histoire. C'est plutôt un livre dans lequel on va venir piocher des infos comme ci, comme ça. C'est comme ça que vous avez eu envie de le penser? Complètement, avec une très très chouette idée aussi. Alors je ne me rappelle plus si c'est l'éditrice ou si c'est Fabrice, de renvoyer en fin de chapitre, de faire une ouverture sur aller regarder tel autre chapitre. Si tu parles par exemple de l'intensité, ça va te renvoyer pour aller regarder sur les lactates, sur les différentes séances en intensité, sur la polarisation de l'entraînement. Donc une fois que tu as fini un chapitre, on te propose d'aller voir d'autres chapitres pour en savoir plus, pour rester peut-être dans le sujet, si tu veux épuiser tout ce qui est vraiment en lien avec l'aspect performance et entraînement. Si tu es sur l'aspect nutrition, ça va t'ouvrir va voir sur le microbiote, va voir sur les rations de récupération ou autre. Donc il y avait ce but-là, et moi c'est ce que j'appelle
ce que j'appelle un livre que tu lis aux toilettes, mais moi je trouve ça fabuleux. Enfin moi c'est l'endroit où personne m'embête, où je suis tranquillement, j'ai tout le temps que je veux avec mon petit bouquin. Je pense que c'est là où j'ai lu le plus de livres de ma vie, où c'est un livre de table de chevet où tu lis un chapitre avant de t'endormir. Donc c'est un livre, voilà, les chapitres se lisent entre 5 et 10 minutes, je pense, grand maximum. Donc ça peut être parfait avant de s'endormir ou quand t'es tout seul au petit coin. Je trouve ça extrêmement valorisant, moi, quand t'es au petit coin, d'avoir ton bouquin. Je trouve que c'est l'endroit où je suis le plus tranquille pour lire. C'est vrai que la durée des chapitres, enfin des sujets, le permet. Complètement. Et comment est-ce que tu t'y es pris pour écrire, toi, qui n'avais pour le coup jamais écrit de livre? Comment est-ce que tu t'y es pris? Quelle était ta routine pour que ce projet puisse venir à bout? Alors c'est bien le gros problème, c'est que clairement le média écriture est pas du tout mon média favori. Je préfère de loin tout ce qui est auditif, tout ce qui est oral ou tout ce qui est communication parlée. Ça a toujours été un problème pour moi le côté rédactionnel, donc il a fallu apprendre à ne pas faire parfait. Et d'ailleurs, il écoutera sûrement pas ce podcast, ou peut-être, j'en sais rien, mais je salue Grégoire, Major Mouvement, Grégoire Gibault, qui un jour disait qu'en fait, il emmerdait la perfection et qu'à un moment donné, si tu veux faire des choses, il faut quand même faire, même si c'est mal fait, tant que tes erreurs sont pas toxiques. Et ça a été extrêmement compliqué, en fait, d'accepter de pas faire parfait, parce que ce qu'on voulait faire, c'était un livre grand public, même si des gens qui ont des connaissances poussées peuvent et je pense apprendront des choses parce que je pense que c'est compliqué d'avoir un savoir pléthorique sur l'ensemble des chapitres du bouquin. Parce que même nous, en fait, on a appris dans chaque chapitre, on a appris des choses en allant fouiner. Mais le plus dur, c'est d'abord dans un premier temps, c'est savoir quel chapitre on choisit. Puis une fois que tu choisis le chapitre que tu vas rédiger, c'est chercher dans les moteurs de recherche, aller chercher déjà tous les articles scientifiques. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que avant de lire tous les articles, c'était d'abord commencer à faire un jet avec mes connaissances ou ce que je pensais être déjà une bonne, un truc très rédactionnel. Et après seulement, pour combler les lacunes, j'allais lire les articles. Et là, des fois, j'étais là, ah merde, en fait, mes connaissances, elles datent. C'est des connaissances de fin des années 90, début 2000, parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné ou autre. Donc du coup, je corrigeais au fur et à mesure les chapitres en fonction des données de la science, en fonction des articles. Donc c'était assez marrant comme façon de fonctionner. Je sais que Fabrice, lui, lit d'abord tout et après rédige. Donc je pense qu'on avait un petit peu une méthode différente et pas de routine à proprement parler, parce que j'ai quand même un planning qui est chargé, mais quand je m'y collais, c'était 4-5 heures d'affilée, ce qui est peut-être pas la bonne façon de faire, parce que tu finis avec une belle migraine, mais c'était ça. Et après, le plus dur, c'est d'y revenir, c'est qu'une fois que tu as avancé ton chapitre, c'est de prendre ce temps d'autocorrection, d'autocritique, et là, tu as envie de simplement prendre ton Word et de le mettre à la poubelle et de repartir de zéro, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, faut construire autour de ça. Et du coup, tu arrives à pondre un chapitre tous les 15 jours à peu près, tous les 15 jours, 3 semaines, et c'est long, parce qu'on en avait 40. Donc on a déjà pas mal de chapitres de près pour le tome 2, donc il va falloir s'y remettre, il nous en manque quelques-uns. Et voilà, moi c'était comme ça en tout cas que j'ai fonctionné, et c'est vraiment un exercice difficile. Je pensais pas que c'était aussi douloureux d'accoucher de chapitres et de bouquins, puis dire maintenant c'est fini, on envoie ça à l'éditeur, et on passe à autre chose, quoi. C'est vrai que ça demande quand même une sacrée rigueur d'écrire un livre. Je m'y suis essayé à un moment et j'ai vite perdu le fil. Donc bravo déjà d'être arrivé au bout, parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout. J'ai perdu ma question. Écoute, ta question, c'était par rapport à comment, c'était quoi la routine d'écriture, oui. C'était quoi le... Ouais, exact. Non, mais en fait, j'en avais une autre derrière que je voulais te poser, mais tu veux l'enchaîner? Ouais, c'est bon. En fait, quand tu présentes le livre, tu dis que c'était aussi pour aller à l'encontre de certaines croyances qu'il y a sur l'entraînement. Il y a beaucoup comme ça de croyances qui sont fausses et qui sont du coup qui méritent d'être repensées par les pratiquants. Alors oui, mais alors dans l'absolu, ça va être plus sur de la croyance que sûrement sur de la praticabilité, parce qu'au final, ça change absolument rien. Mais si on prend l'exemple du premier chapitre, le premier chapitre s'appelle acide lactique. Alors ça a été un débat. Moi, j'ai coupé court
à ce truc-là, parce qu'en fait, clairement, le corps, en gros, ne fabrique pas d'acide lactique. Donc, on entend toujours parler, je suis lactique, je suis machin, je suis ce que tu veux. Puis après, on disait, voilà, je suis lactate, je suis plein d'acidité. Mais en fait, il n'y a pas d'acide lactique dans le corps. L'acide lactique est instantanément transformé. Il n'y a pas d'acide lactique stocké dans le corps. Donc, ça change rien à ton entraînement. Tu t'en fous. Tu auras toujours, si tu fais des séances à haute intensité suffisamment longtemps, tu auras toujours le goût du sang dans la bouche. Je pense que tu as déjà eu cette sensation d'avoir un petit peu de ferraille dans la bouche, comme si tu avais mastiqué une carcasse de bagnole. Ça change absolument rien, mais clairement, on va encore mettre peut-être 20 ou 30 ans à ce que dans l'ensemble des bouquins, on ne parle plus d'acide lactique. Et j'étais très embêté en fait que l'éditrice nous dise ouais mais il faut quand même qu'on mette acide lactique parce que sinon on va perdre les gens si on parle d'entrée que de lactate. Et donc même en disant, on commence la première phrase je crois en disant en fait l'acide lactique n'existe pas, il n'y a que des lactates et c'est très bien. On doit quand même encore rappeler que l'acide lactique n'existe pas. Et je sais que dans encore certaines universités, il y a encore des professeurs de physiologie qui parlent de l'acide lactique comme composé intermédiaire et tout ça. Et en fait, ça n'existe pas. C'est déjà, on était quasiment sûr de ça depuis 2001. Cazorla, un Français, pour une fois que la France a vraiment bien participé à ça. Cazorla qui en 2001 déjà disait, donc 2001, ça fait 23 ans quand même que le gars nous sortait des articles des années 83, 89, en disant il n'y a pas d'acide lactique dans le corps, il n'y a que des lactates, et le lactate c'est super chouette, youpi. C'est un carburant, c'est quelque chose qui est métabolisé, c'est quelque chose qui est utilisé, il est utilisé par le microbiote, par tes muscles, il est utilisé partout, c'est une source d'énergie, c'est comme un moteur hybride, on produit, on le consomme, il est à la base de la néoglycogénèse, il sert à plein de trucs, et c'est génial en fait. Et donc quand on fait de l'entraînement à haute intensité, ou quand on fait des navettes à haute intensité où tu vas aller vers de la zone 5, donc très proche de ta fréquence max, et que tu redescends un petit peu et que tu fais des navettes comme ça entre cette fin de zone 4 aux alentours des 95% de ta fréquence max et ta fréquence max, donc 100% de ta fréquence max, en fait tu fais des navettes de lactate, donc tu utilises en fait plein de choses, tes fibres rapides produisent des lactates qui sont consommés par les fibres un petit peu plus lentes. Et en fait, c'est génial. On s'en fout à l'entraînement, ça va rien changer à ce goût du sang dans la bouche, ça va rien changer au plaisir que tu as à t'entraîner. Mais c'est vraiment, par exemple, quelque chose qu'il faut enlever du langage de tout le monde. Je l'entends tous les jours quasiment, je suis lactique ou c'était une séance lactique, mais ça sert à rien. C'est vrai qu'il y en a des croyances comme ça qui ont quand même, c'est un peu des légendes urbaines dans le milieu de la course à pied et du sport en général, qui ont encore la vie longue. Et surtout, enfin, moi j'ai trouvé aussi intéressant d'avoir des témoignages concrets de pratiquants. Et j'étais content de voir Eric Le Blacher dans le livre qui te parle du sommeil. Eric Exactement. Est venu, je l'ai rencontré sur le Grand Raid du Finistère, il est venu faire la course là et il a adoré. C'était aussi la volonté de mettre des athlètes dans la boucle du livre pour apporter ce côté très concret, j'imagine. Complètement, et je ne me rappelle plus, je sais pas si c'est pas Seb Chéniaud au départ qui fait l'idée d'un retour d'expérience d'athlète. Donc au départ, nous on voulait faire un retour d'expérience perso en mettant nos expériences à nous, puis on s'est dit ça va être un petit peu chiant de dire hey, moi aussi je dors bien, ou hey, moi aussi je fais gaffe à mon microbiote. On s'est dit il faut qu'on trouve des gens. Et donc au départ, je crois qu'on avait demandé à Seb Chéniaud qui sera peut-être dans le tome 2, et puis on a eu des témoignages, on a Marilyn Nakache, on a Hugo Ferrari, on a pas mal de gens du coup qui ont eu Eric Le Blacher. J'ai perdu un petit peu le nom, on a Marjolaine, on a pas mal de gens qui ont eu la gentillesse de nous faire un retour d'expérience sur ça. Dans le tome 2, on en a encore d'autres qui vont arriver. Je suis un peu perdu sur qui a témoigné sur quoi, et on s'est dit c'est quand même pas mal de demander aux champions ou aux gens qui ont un aspect vraiment performance, comment eux abordent le sujet. Alors des fois ça dérive un petit peu entre par exemple le sommeil et la qualité de la bouffe, ou l'entraînement croisé et le fait de en même temps d'entraînement croisé parler aussi de récupération à côté. On trouvait ça sympa finalement de laisser la parole un petit peu aux athlètes, puis du coup ils étaient contents après aussi d'avoir participé à ça ou d'avoir conscientisé ce qu'ils pratiquent. Donc voilà, on trouvait ça une bonne idée, ça apporte une petite touche de fraîcheur et comment dire, et puis ça montre aussi que c'est pas que des idées sur papier et que c'est appliqué par des filles et des gars qui performent sacrément quoi.
J'ai retrouvé ma question de tout à l'heure, c'était Vas-y. sur ta routine pour enchaîner. Qu'est-ce que le livre, toi, t'a apporté concrètement? Parce que, enfin, j'imagine que tu as actualisé, tu le disais, tes connaissances. On sait qu'être auteur, c'est quand même pas une activité qui est, si ce n'est de très grands auteurs qui publient des milliers de livres. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement de devenir auteur? Pas des sous, comme tu viens de le dire, clairement. C'est, c'est comme tu dis, à part si t'es Maxime Chattaz ou si t'es quelqu'un qui va vendre des centaines de milliers, je pense que vivre que de ça, c'est compliqué. Euh, je sais pas comment dire, sans avoir ni de fausse modestie, ni quelque chose, un petit côté, je sais pas, ça pose un petit peu ce que t'as fait. Ça fait une quinzaine d'années que vraiment je m'intéresse sous toutes les coutures. Ça va faire presque 20 ans que je cours, 15 ans vraiment que la course à pied est devenue une passion. Par l'entraînement, j'ai la chance d'être devenu professionnel de la course à pied parce que j'ai pas une génétique à courir comme un Baptiste Chassagne aujourd'hui ou comme un Thomas Cardin ou comme un Thibaut Barrault, comme des gars qui ont des qualités génétiques. C'est des super coureurs, ils s'entraînent beaucoup, mais ils ont quand même des qualités génétiques que je pense sans te porter préjudice non plus, François, ni toi ni moi en avant. Mais c'est d'arriver à devenir professionnel en tout cas de ce sport. C'était une volonté, je pense, avoir réussi. Peut-être poser un petit peu, enfin voilà, 15 ans de 15 ans de questionnement, 15 ans de lecture, 15 ans de formation, par un bouquin. Je sais pas si on peut dire que ça soit un petit peu le bonhomme, mais en tout cas, enfin voilà. Et puis surtout, me rendre compte que même après 15 ans, j'ai encore beaucoup, je pense, beaucoup de croyances qu'il faut que je confronte à, à la science. Et puis, que je reconfronte à ma propre pratique, ce qui est rien de pire finalement que d'avoir des certitudes et de pas vouloir les confronter soit à la pratique, soit à la science. Et je fais une petite ouverture, mais souvent la pratique du terrain est en avance sur la science. Zatopek, il n'avait pas fait d'études pour savoir si quand il faisait ses 10 fois, ses 50 fois 400 mètres ou ses 100 fois 400, qu'en fait il était en train de bosser ses navettes de lactate, qu'il était en train de bosser son SV2, tout ça. Je pense qu'il avait aucune connaissance là-dessus, il s'en foutait. Il s'est juste dit que c'était rigolo de découper un marathon en 100 portions. Et en fait, il y a des choses sur lesquelles le terrain est très en avance. Et de continuer peut-être aussi à bricoler avec mes coureurs, avec tout le respect que j'ai pour le bricolage, de bricoler pour essayer de voir si on peut apporter un petit peu d'amélioration. Et puis des fois, même si c'est pas validé par la science et que ça fait progresser quelqu'un, c'est bien. Donc j'ai envie de dire, ouais, une petite peut-être reconnaissance dans le milieu, mais surtout, voilà, ça a quand même apporté pas mal de plaisir et de remise en question. Mais c'était vraiment, je pense, le but. C'est vrai que c'est souvent la notoriété qu'apporte un livre de se dire, bon voilà, puis ça apporte aussi une crédibilité, parce que comme tu le disais, faut quand même avoir sacrément de patience, de pugnacité, de rigueur pour écrire un bouquin. Et bon, ça montre un petit peu le sérieux quand on veut aller après chercher un entraîneur. On se dit, bon, s'il a écrit un bouquin, c'est Ouais, qu'il est quand même assez sérieux et qu'il connaît son sujet, quoi. ouais, mais je pense que tu as des entraîneurs extrêmement compétents de niveau internationaux qui n'ont pas publié. Et puis t'as des gars qui ont publié et le bouquin, il y a rien dedans, ou c'est bourré de fautes. Enfin, bourré de fautes, je m'entends bourré de fautes au niveau physio, au niveau Mm. entraînement ou autre. C'est sûr que le bouquin peut donner un aspect légitimité. Je pense que si vous cherchez un entraîneur, le mieux c'est quand même déjà du soit le bouche à oreille, soit autre chose. Enfin, et quelqu'un qui est passionné. Déjà, je pense que c'est important. Des gars qui prennent à la chaîne et qui n'ont aucun suivi perso, fuyez. Quelqu'un qui fait des plans non individualisés, fuyez. Le bouquin, moi, je l'ai vraiment fait pour moi. Je crois que j'ai gagné 130 followers sur Insta parce qu'on a fait un jeu concours avec Ibex Outdoor pour faire gagner un des bouquins. Je sais que bientôt il y a un magazine spécialisé qui va mettre des livres en jeu concours et il va falloir taguer, peut-être nous taguer, donc peut-être qu'on va gagner 300 followers, mais je sais que j'ai vendu beaucoup plus de bouquins, on a vendu beaucoup plus de bouquins d'après les retours que ce que j'ai gagné de followers sur Insta, mais en même temps c'était pas le but non plus. Donc ouais, ça doit apporter une légitimité sûrement. Tu dois avoir raison. Enfin, ouais, mais c'était vraiment pas pour la gloire, quoi. Puis tu prends Fabrice, il a quand même, je pense, tout cumulé. Je pense qu'il doit être à 40 000 ou 45 000 bouquins vendus, tous ses livres cumulés, si c'est peut-être pas déjà qu'il a passé la barre des 50. Et Fabrice, il a 600 followers sur les trucs, mais par contre, quand ces bouquins sortent, les gens les cherchent et les gens se recommandent les livres entre eux. Donc, tu peux avoir sortir de bouquins de qualité et tout ça sans avoir non plus une médiatisation à outrance. Mm. Ah, c'est de la notoriété un peu de meilleure qualité, entre guillemets, parce que ça vient du bouche à oreille et
On sait que ces recommandations-là, ça a vraiment une grande valeur. Dans le livre, vous parlez de contre-vérités, de 3 contre-vérités sur les crampes. Ça, c'est un sujet pour ceux qui sont concernés, qui ont vraiment du mal à se dépêtrer comme ça. Et il y en a quand même quelques-uns, des sujets où quand tu vois, il y en a, ils essayent tout ce qui passe par-ci, par-là, pour essayer d'aller contre les crampes. Voilà, c'est ça, contre les crampes, contre des problèmes divers. Comment est-ce que c'est quoi ces 3 contre-vérités? Alors, les 3 contre-vérités, je vais peut-être pas te les sortir dans l'ordre exact, mais en tout cas, il y a plein de choses sur les crampes. Déjà, les crampes, c'est pas un problème de flotte. Ça, c'est sûr et certain. Les crampes, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on est capable de dire aujourd'hui sur les crampes, c'est que clairement, c'est un problème de connexion entre ce que la demande musculaire qui est demandée et ce que le cerveau en gros est capable de fournir. Donc, on n'est plus sur un problème d'activité, on va dire plus ou moins électrique. Et en fait, c'est que tu fais une trop grosse demande par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de problème de sel, il n'y a pas de problème de flotte. C'est quelque chose où en fait, tu fais une trop grosse demande. Il est très rare finalement que tu aies des crampes à l'entraînement. Les crampes, tu les auras plutôt en course. On trouve que, alors ça, j'avais lu, c'était pas des études ultra poussées, mais c'est plutôt masculin que féminin. Surtout en course, peut-être un problème d'ego au départ ou de moins bonne gestion qu'on peut retrouver à l'effort. Et en fait, traiter les crampes, c'est extrêmement compliqué pendant l'effort. Si tu as des crampes après l'effort, c'est que tu as fait une trop grosse demande et ton muscle est fatigué. Il faut distinguer aussi les crampes qui sont d'ordre vraiment neurologique, là, qui sont des problèmes autres comme les crampes nocturnes que peuvent rencontrer les personnes et qui peuvent être en lien avec d'autres soucis un peu plus importants, ou les crampes de l'écrivain ou du musicien qui sont des problèmes neuro, et là il faut quand même aller consulter son médecin traitant. Mais les crampes à l'effort, non, c'est pas un problème de sel, non, c'est pas un problème de flotte. Et taper des tablettes de sel, je me rappelle plus le nom parce que je crois que je n'ai pris qu'une seule fois, on m'en avait proposé et ça m'avait presque donné envie de vomir tellement c'était fort. Il y a un petit produit que les gens se donnent en course là et qui prennent, c'est des tablettes soi-disant de sel, la boîte elle est orange, je sais plus comment ça s'appelle, si t'as déjà vu ça ou déjà pris ça en course. Je connais pas, non. Ouais, ça change rien. J'ai jamais rien. eu de crampe de ma vie, alors ça veut dire que tu te gères bien, bravo, ou alors que tu es bien entraîné, François. Je pense que c'est de la chance. Ouais, j'ai perdu le nom, mais tout le monde tape ça en course et c'est complètement fou, c'est que du sel en fait, c'est surtout un bon moyen d'avoir un gros problème de bide après. Donc voilà, les crampes, c'est certainement si vous partez trop fort sur une course, vous partez trop fort, trop vite, ben vous allez à un moment donné tomber en carafe et vos muscles vont vous embêter. Je connais plein de filles de très haut niveau qui ont jamais eu de crampes de leur vie parce que elles respectent leur corps et elles savent s'entraîner, elles savent ce qu'elles valent en course. Donc on est sur cet aspect-là. Alors après dans les trois contre-vérités, je sais pas du coup si j'en ai loupé une, mais en tout cas ce n'est pas un problème d'hydratation, ce n'est pas un problème de sel et c'est un problème d'entraînement. Et alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? On met des manchons de compression? Je te taquine. Pas du tout. Pas du tout. Alors, les manchons de compression, qu'on soit bien d'accord, on parle de manchons de compression au mollet, ce qu'on peut mettre au mollet. On peut l'utiliser dans les... Alors, c'est un débat aussi avec un collègue, Anne-Fong Nguyen, qui sera bientôt docteur en physio, donc qui sera bientôt PhD, philosophical doctor. Et en fait, il disait que c'est sûrement faux ce que je dis, mais... ça peut être intéressant si tu as vraiment très régulièrement des douleurs au mollet, ou que tu sens qu'après un entraînement en intensité, ou que tu sens qu'après de la longue descente ou de la longue montée, tu as tes mollets avec plein de douleurs. Pourquoi pas mettre des manchons de compression, peut-être pour éviter une espèce de ballottement musculaire. Tu sais, t'as des gens qui ont des mollets un peu volumineux, mollets qui gelottent un petit peu à la course. Pourquoi pas, si tu peux sentir que quand tu les mets, t'es un peu moins embêté, mais ça va être de l'expérience, ça va être très personne dépendant. Mais le manchon peut être intéressant pour ça. Le manchon au bras, à part pour te protéger du froid, je vois pas l'intérêt au départ d'une course. Aucun intérêt. J'ai lu plein de trucs dessus. Alors ça, c'est les fabricants qui disent ça, que ça pourrait faciliter le retour veineux au niveau des bras pour que du coup, t'aies moins de problèmes digestifs. J'ai déjà lu des trucs comme ça. Je vois absolument pas où est le rapport et où est l'aspect clinique ou l'aspect pertinent là-dedans. Mais non, les manchons de compression, c'est bien si quand tu les mets, tu te sens bien et que t'as pas de problème circulatoire après, parce que les manchons peuvent avoir le souci par contre de te serrer, faire un petit garrot au niveau du pied et avoir ton pied qui double de volume. Je te dis ça m'est arrivé sur mon premier ou deuxième Grand Raid des Pyrénées où j'ai terminé avec un pied qui ne pouvait plus rentrer dans des chaussures pendant 3 jours. En fait, ça m'avait fait un garrot. Donc moi, c'était plutôt l'effet inverse. Mais j'ai mis des manchons parce que tout le monde en mettait, donc j'en ai mis et j'ai fait exactement comme tout le monde.
Ouais, c'est ce que disait Serge Moreau à l'époque, quand il intervenait sur le podcast. Il disait que les athlètes élites qui étaient sponsorisés par des marques qui vendaient des manchons de compression mettaient des manchons qui étaient beaucoup trop grands pour eux, et en fait, ça avait juste l'effet d'une chaussette. Exactement. Et puis Et quand les marques ont arrêté de sponsoriser les athlètes élites, bizarrement, les athlètes ont arrêté d'en porter. c'est ça. Mais non, mais c'est ça. En fait, tu les mets parce qu'on te paye pour. Tu sais, c'est comme les Kenyans, hein, ils mettent des Nike carbone parce qu'on leur donne ça. Demain, tu leur mets une autre marque avec une lame carbone, ils la mettront. Puis si une autre marque les paye sans carbone, et puis ils les mettront. Et puis voilà, les athlètes mettent ce pour quoi on les paye. C'est ça, et puis ça, moi, personnellement, je l'en ai porté aussi, hein, comme toi. J'en porte plus, mais j'ai trouvé ça intéressant dans la protection mécanique aussi. Ça t'évite de te griffer partout quand tu vas courir en forêt. Ça, c'était plutôt pas mal. Et puis, mais la vraie raison, c'était surtout une espèce de croyance psychologique de dire j'ai ça, donc je vais courir plus vite. Un peu un effet placebo, quoi. Ouais, et puis t'es propre à l'arrivée. Tu démontes, tu défais la truc, tu n'as pas à te laver les mollets. Non, mais t'as raison, sur les griffures, par exemple, c'est excellent. Si vous êtes un petit peu sensible, vous avez besoin derrière d'aller faire, enfin, peut-être pour les filles aussi, hein, c'est envie de mettre sans aucun, ni sexisme, ni préjugé, vous voulez mettre une jupe après. Clairement, si vous allez en forêt où il y a des ronces ou autre, que vous allez faire un petit peu de hors sentier ou si vous vous paumez, c'est pas déconnant d'avoir des trucs pour éviter de sortir avec les jambes toutes griffées, ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, tout à fait. Vous parlez aussi du froid dans le livre. Ça, c'est un truc qui m'intéresse pas mal avec la méthode Wim Hof notamment. Je te le disais, hein, en début, là, j'ai le syndrome de Raynaud. Donc le froid, c'est quelque chose qui est quand même assez pénible pour moi. Ouais. Et quel est le bienfait du froid? Est-ce que faire de la cryothérapie, des choses dans ce style-là, ça va avoir des vrais bénéfices pour l'entraînement? Non, clairement pas beaucoup. Le froid, c'est quelque chose qui est vraiment monté dans la croyance sportive pendant des dizaines et des dizaines d'années, sans qu'il y ait un énorme niveau de preuve. Si on prend Chris Bickley, qui est un des gars qui a le plus publié sur le froid, sur les cryos, alors il y a plein de trucs, il y a la cryo corps entier, donc c'est comme des espèces de mini pièces triangulaires dans lesquelles tu rentres et t'as toute ta tête dedans. Il y en a, c'est que des sarcophages. Après, tu peux faire des alternances de bains glacés. Puis tu peux faire même du chaud-froid. Donc tu rentres dans une bassine chaude puis dans une bassine froide. Il y a beaucoup de choses. On a trouvé plein d'activités merveilleuses au froid pendant des années. Et puis aujourd'hui, on en revient un petit peu parce qu'en fait, le froid fait trop bien ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il coupe la douleur. Et en fait, le froid pourrait couper finalement un petit peu les adaptations. Pour résumer, si tu es en pleine période d'entraînement et que tu veux adapter ton corps, l'adaptation, l'entraînement, c'est créer du stress. Et ce stress, ton corps va répondre en s'adaptant pour devenir plus fort. Si on prend un autre exemple de stress, tu fais des navettes montée-descente, tu vas chercher à, entre guillemets, même si c'est pas exactement le cas, à péter de la fibre, on va résumer, tu cherches à péter de la fibre, créer de la courbature. Première séance, tu auras très mal, 15e séance de navette, tu auras moins mal. Pourquoi? Ton corps s'est adapté, il a repéré que tu avais fait, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de la casse, donc il va faire plus fort, plus solide pour mieux tolérer l'activité. Si sans arrêt, à chaque entraînement, tu te mets dans une chambre de cryo, tu fais du froid ou autre, tu coupes ces cascades adaptatives, on va dire, tu vas diminuer ce stress un petit peu oxydant, parce que le froid a un petit côté anti-inflammatoire, et en fait, on veut finalement cette bonne inflammation qui est un signal d'adaptation pour le corps. Et si par exemple tu dois enchaîner, c'est impossible de faire ça, mais tu vas enchaîner une course de 3-4 jours où tu as besoin de récupérer vite, peut-être ça peut être intéressant de te mettre dans une rivière très froide, on sait que l'eau à 10 degrés pendant un certain nombre de minutes, ça peut être pertinent, ou si tu as une chambre de cryo accessible, tu le fais. Mais par contre, en période d'entraînement, je le déconseille vivement parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est créer l'adaptation et en fait, le froid va couper ça. Maintenant, dans le cas d'une blessure, quelqu'un qui est blessé, moi, je l'ai eu testé. J'ai eu la chance d'un copain qui, à Toulouse, me faisait faire ça gratos. Et peut-être que parce que c'était gratos, d'ailleurs, j'y mettais pas autant de côté positif, psychologique, parce que si j'avais payé ce que ça coûtait, peut-être que j'aurais mis un peu plus de mental dedans, me dire, allez, ça va marcher, ça m'a coûté 50 balles. Moi, j'ai trouvé un petit bénéfice. Après, quand j'ai su combien ça faisait facturer d'EDF en plus le cabinet, j'ai dit, quand même, au niveau écolo, c'est pas tip top, la chambre de cryo. A priori, le cryo corps entier serait meilleur parce que tu as des marqueurs au niveau de la face, au niveau du visage, qui font une meilleure réaction au niveau du système neurovégétatif. Donc pourquoi pas. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça au final? C'est plutôt la question comparée à bien dormir, bien manger et garder une pensée positive.
j'ai un peu digressé, mais par contre, pour ton syndrome de Raynaud, je te souhaite du courage parce que moi, j'avais ça en métropole chaque année, enfin en France hexagonale, chaque année, chaque hiver. Donc, je cours avec des gants de VTT. Je suis retourné cet été dans le Cantal pour courir, enfin pour d'autres raisons, mais j'ai fait une course dans le Cantal, il faisait 11 degrés, j'ai regretté mes gants, pourtant 11 degrés, c'est pas si froid. Et c'est vraiment très embêtant, le syndrome de Raynaud. Je suis vraiment navré pour toi. Ouais, y a rien à faire. Hein. Des gants de VTT. Ouais. Des gants de VTT en néoprène ou des gants de plongée, t'achètes ça coûte pas si cher. Et en fait, moi, en dessous de 15 degrés, je cours avec des gants. Tu vois, je suis pompier aussi à côté, volontaire, et j'ai découvert un truc qui marche plutôt bien, et je l'ai découvert lundi, tu vois, on enregistre vendredi. Donc après toutes ces années, les gants en vinyle tu sais, les gants de médecin là, Ouais. et ben ça marche super bien. J'étais dans le froid en train d'attendre, alors c'était sur Inter, avec la police. On était en train d'attendre, on faisait rien, et en temps normal, je pense que j'aurais été congé. Et là, j'avais des gants parce que j'étais sur Inter, et j'ai rien eu. Et je me suis dit après, mais tiens, mais ça marche ce truc. Ouais, c'est en marrant. fait, je pense que j'ai trouvé la solution. Voilà. Donc, à tester. Écoute, quand je rentre, je teste ça. Ouais. Le tout premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, c'était pour parler de la musculation, du renforcement musculaire. Dans le livre, vous parlez de HIIT, de renforcement musculaire. Alors, il y a d'autres méthodes. Tabata, il y a Irox aussi, depuis peu, là, qui vient de naître. Il y a le CrossFit, il y a ça. Quid de la musculation, et finalement, qu'est-ce qui serait le plus adapté pour la course à pied et le cyclisme? Alors, je cherche toujours la réponse. Déjà, on va essayer de simplifier le débat. Si t'es un coureur débutant, si ça fait moins de 2 ans, 3 ans que tu cours, tant que t'es pas un débutant qui a plus de 45 ans, il faut courir. C'est-à-dire que si tu veux performer, si tu veux progresser du moins, il va mieux valoir rajouter un footing par semaine, footing tranquillou, zone 2 sur 5, moins de 60%, entre les moins de 60% on va dire de ta VMA, 60% de ta fréquence max, quelque chose de vraiment tranquille. Tu vas être plus économe, tu vas améliorer ton économie de course, plus que faire du renfort. Si t'es passé 45 ans, il y a une sarcopénie qui apparaît, c'est-à-dire que tu as une petite fonte musculaire, surtout les fessiers, le solaire, qui vont apparaître avec le temps. Et là, peut-être que rajouter une séance de renfort par semaine, même si t'es débutant, ça va être pertinent parce que cette fonte musculaire, tu ne peux pas lutter contre. C'est juste l'âge, c'est les cheveux gris à l'intérieur des muscles, on va dire. C'est le vieillissement, c'est les rides du muscle. Tu perds de la force au niveau fessier et solaire, on en a besoin pour courir. C'est vraiment les muscles de la course. Si tu es un coureur, par contre, qui court déjà depuis 4-5 ans, qui a envie de performer, clairement, faire du renfort, ça va être extrêmement intéressant. Mais le renforcement, il a des côtés négatifs aussi. Je vais essayer de synthétiser le tout. Le côté négatif, c'est que pendant que tu fais du renfort, que ce soit du crossfit, que ce soit de l'entraînement à charge lourde, ce que je recommande vivement, du renforcement à poids de corps, ça peut être pas mal parce qu'on y rajoute un aspect cardio, parce que si tu fais des squats, 3 minutes de pause, des squats, 3 minutes de pause, je vois pas trop l'intérêt. Donc, joindre un côté cardio, ce qu'on appelle les HIIT, les High Intensity Interval Training, donc faire vous allez taper sur YouTube HIIT, YouRock, enfin il y a plein de chaînes YouTube où vous avez des gars et des filles qui font ça extrêmement bien sur des séances de 20-30 minutes. C'est à la fois cardio et poids de corps, c'est super cool. Là, ça va être intéressant pour augmenter la dépense énergétique. Est-ce que c'est suffisant pour stimuler les cuisses, les mollets, les fessiers, pour être un meilleur coureur? Franchement, j'ai pas la réponse. Mais le problème de faire du renfort à charge lourde, qui est ce que je recommande, ou de la pliométrie. Pliométrie, c'est, on va prendre le plus simple, corde à sauter, mais corde à sauter dynamique, pas corde à sauter où tu fais une pause d'1 seconde entre chaque saut. Le problème, c'est que ça crée beaucoup de courbatures, ça crée beaucoup de fatigue, et derrière, c'est compliqué d'aller se faire des séances de course à pied, vélo, natation en intensité, parce que tu as créé pas mal de, on va dire, non pas de dégâts musculaires, mais en tout cas de courbatures. Donc le problème, c'est que ça devient compliqué de gérer la charge d'entraînement entre faire du vrai renfort et faire de la course à pied. Donc il faut être sûr qu'il y ait un bon rapport bénéfice-risque, parce que si tu finis fracassé après tes séances de musculation et pendant 2 jours tu peux plus marcher, ben, du coup tu peux plus t'entraîner, donc tu vas régresser. Donc il faut réussir à trouver ce juste milieu. Là on parle pour les coureurs en bonne santé. Un coureur qui est blessé, il y a une obligation quasi, à quelques exceptions près, d'aller faire du renforcement. Et renforcement,
très souvent, et là je parle à mes collègues, s'il vous plaît, au pire, déléguez en salle de sport. Si vous n'avez pas le matos au cabinet, déléguez, il n'y a aucun souci, vous envoyez en salle de sport, les gars ils se prennent un abonnement pour un mois. Au pire, vous guidez les muscles que vous voulez faire bosser à un entraîneur qui a un BGEPS, qui a ou un prépa physique, qui a un niveau master, pour aller faire ce renforcement musculaire, faire cette musculation, cette partie réathlétisation. Donc ça, c'est vraiment le truc. Mais aujourd'hui, je peux pas te dire qu'est-ce qu'il y a de mieux. Je pense que faire des squats à poids de corps, ça peut être un peu léger quand même pour un coureur, surtout qui veut faire de l'ultra, parce que ce que tu vas demander à ton corps en ultra, c'est bien plus que des squats à poids de corps. C'est vrai que tout ça, c'est qu'une histoire de juste milieu, d'équilibre, de mélange bien dosé. J'avais essayé le CrossFit il y a un an. J'étais un grand fan. J'adorais en fait ces moments. Et puis c'était aussi un moment convivial où tu te retrouves avec d'autres gens. Parce que la majeure partie du temps, je m'entraîne seul. Et en fait, j'ai dû aller voir mon kiné derrière et qui m'avait dit le problème du CrossFit. T'as pété l'épaule ? Non. Le dos ? Non, c'était les mollets, figure-toi. Avec les box jump. Ouais, les box jump et puis aussi les grosses burpees over the bar ou trucs comme ça. Ouais. Voilà. Et en fait, le problème, c'était que j'avais un programme d'entraînement qui n'était pas calibré sur les programmes de séances de CrossFit. Et en fait, si le mardi, tu fais une grosse, comme tu dis, une grosse séance de CrossFit et le mercredi, tu vas te taper un fractionné, au bout d'un moment, ça coince peut-être. Donc, sans préjuger des qualités des différentes personnes, si vous avez un entraînement de CrossFit le lundi, peu importe le jour, le lendemain, au pire, faites un footing ou faites un entraînement croisé, faites du vélo, du rameur, de la natation, de l'elliptique, ce que vous voulez. Évitez, parce que en fait, vous êtes tellement dans le jus dans la séance, on est tellement pris par le groupe, la musique souvent infâme, pour faire les émums ou tout ce que vous voulez. Vous êtes pris dedans et les courbatures, elles apparaissent que le lendemain ou 2 jours après. Et ça peut être vraiment extrêmement compliqué si derrière vous voulez faire une séance, même un tout petit peu d'intensité, je vous le déconseille vivement. Tu parlais de la musique, c'est un des chapitres du livre. D'ailleurs, je crois savoir que la musique dans compétition officielle est interdite parce que considérée comme dopante. Ouais. Surtout elle peut être dopante et puis tu peux aussi avoir en fait des gens qui te disent qu'ils ont de la musique et en fait ils sont en relation avec leur entraîneur comme l'oreillette en vélo. La musique, en fait, moi, c'est clair qu'il y a vraiment des séances où j'en prends, des séances où j'en prends pas. Ça, c'est extrêmement perso. Quand j'ai vraiment besoin de me concentrer sur une séance, je prends pas de musique. Et quand je pars pour 3 heures, je prends de la musique parce que c'est à un moment donné, j'en ai un peu marre d'être seul avec moi-même. La musique peut avoir un effet dopant. La musique, surtout si tu mets des musiques que tu aimes, ça peut être quelque chose d'extrêmement plaisant. Il y a plein de trucs aussi pour améliorer la perf pendant qu'on court. Si je peux conseiller les gens, il paraît que se tutoyer, c'est mieux que de dire je quand tu cours, qu'être souriant, c'est quelque chose qui te fait améliorer un petit peu les perfs. Il y a même des études qui disent que se parler rudement, c'est quelque chose qui peut améliorer un petit peu les perfs. Il y a plein de petits outils comme ça qui peuvent être intéressants. Après, j'ai envie de dire, c'est si la musique te fait te déconnecter, fait que ton entraînement passe mieux, fais-le. Mais il faut que ça reste, en compétition apparemment c'est interdit. Je sais que c'est surtout, je crois que c'est en athlé que c'est interdit. Hein, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'en trail pour l'instant ça passe encore. Mais de toute façon, je sais plus ce qu'ils savent inventer pour limiter le plaisir des gens. Mais ouais, en tout cas, je pense que là c'est quand même très individu dépendant aussi. Donc la prochaine fois que je croise quelqu'un qui se répète sans cesse t'es un beau gosse, t'es un beau gosse, t'es un beau gosse, je le prends pas pour moi. Ouais, c'est exactement ça. Mais écoute, essaye à l'occasion de te dire c'est bien ce que je fais, c'est super bien, je suis super bon, ça va super truc. Et plutôt t'es une machine, tu t'en sors bien, t'es une machine, tu t'en sors bien. C'est prendre du recul. Alors ça encore une fois, je crois que c'est l'étude de Brink si je dis pas de bêtises. C'est extrêmement individu dépendant. T'as des personnes qui vont avoir besoin de prendre ce recul par rapport à elles-mêmes et de se dire pourquoi pas même parler de soi à la 3e personne si vous voulez, et des personnes qui ont beaucoup plus besoin d'être kinesthésiques, d'avoir ses propres sensations et de se dire je suis content de ce que je fais, je suis en accord avec moi-même, alors ça peut paraître très bizarre ce que je dis, mais testez pour voir quand vous voulez faire du self-talk, ce qu'on appelle donc l'auto-parlage, je sais pas comment est-ce qu'on peut traduire ça, de voir si vous êtes plus à l'aise en vous disant que tu. Moi, clairement, j'ai besoin de me dire tu. J'ai besoin de prendre du recul par rapport à moi et me dire c'est bien ce que tu fais, c'est bien, t'es solide, tu t'en sors bien, c'est une belle séance que t'es en train de faire, etc. De me motiver. Et puis, j'en profite, là, je passe le bonjour à Anne Fourier, qui est coach mental, qui est absolument incroyable.
même sur une séance que vous pensez ne pas avoir de jambes, vos jambes sont toujours attachées à votre tronc. Même des séances où vous vous trouvez mauvais, il y a toujours du très positif à tirer d'une séance. Que vous ayez mis de la musique ou pas, que vous buviez une bière après ou pas, gardez ce côté positif. Vous êtes allé courir, vous avez pris du temps pour vous, vous avez forcément tiré un minimum de satisfaction de votre séance. Tirez-en toujours un côté positif, c'est faisable. Et en plus, quand c'est fini, on est content de soi, on se dit ah, je l'ai fait, c'est bon. On ne culpabilise pas de ne pas avoir fait la séance, même si on partait un petit peu défaitiste, un petit peu fatigué, un petit peu. Voilà, on peut réduire aussi l'intensité, mais ou le temps, Exactement. mais l'important c'est d'avoir quand même coché la case, quoi. Tu peux réduire l'intensité ou le temps, ou la durée de la séance, mais quand tu termines, c'est bien de se dire, ouais, j'y suis allé. Même si c'est 20 minutes, un quart d'heure, t'as fait quelque chose. T'aurais pu rester dans ton canapé, t'avais sûrement plus de raisons de pas sortir de la maison ou autre. Tu termines, t'es content de toi, ou je termine, je suis content de moi. Ouais, c'est un conseil de Mathieu Blanchard hein, qui dit souvent ça, et qui même lui, hein, à son niveau, des fois n'a pas envie, et il va faire 20 minutes comme ça, et voilà. Ah, mais de toute façon, quel que soit le niveau, on a tous les mêmes problèmes. C'est juste qu'il va plus vite que nous. Mais on a les mêmes problèmes. C'est tout aussi dur, c'est tout aussi long, t'as tout aussi pas envie d'y aller. Faire du renfort, ça fait chier. Faire de l'intensité, des fois, t'as pas envie. Puis des fois, t'as envie de sortir. Enfin, t'as envie de sortir, t'as pas envie d'aller courir. C'est pareil pour tout le monde, hein. C'est juste qu'ils vont plus vite que nous. Hmm. Pour clôturer et terminer notre échange, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange concernant le livre ou autre chose? Concernant le livre, bah oui, évidemment, je vais dire achetez-le. Je le trouve chouette. Je suis extrêmement fier du boulot qu'on a fait. C'est peut-être ça d'ailleurs que dans tout à l'heure la question que tu me posais. Qu'est-ce que ça a changé chez moi? Un petit peu de fierté. J'ai quand même une tendance à m'auto-flageller en continu, à me dire que ce que je fais pourrait être mieux. Une fois que c'est sorti, on peut plus le contrôler. Donc j'aime bien cet aspect fini. Je crois que c'est Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott, qui disait ça en fait, que c'est chouette en fait d'avoir un boulot où tu peux dire, ça y est, c'est fini, je peux plus revenir dessus, même si c'était pas parfait. Et puis après, les gens feront ce qu'ils en voudront. Une petite fierté quand même de ce bouquin, si vous voulez ou feuilletez-le, ou etc. Quoi rajouter? Prenez du plaisir en courant, même sans parler forcément du bouquin, là, prenez du plaisir en courant. Soyez indulgent envers vous-même. Fixez-vous des objectifs raisonnables et réalistes. Il y aura une partie mentale dans le tome 2. Fixez-vous des objectifs mentaux réalistes. Comparez-vous à vous-même quand vous courez. Ça fait très très con. Mais comparez votre Strava avec votre Strava si vous voulez utiliser ça. Comparez votre com à votre com, non pas avec celui du voisin. Le voisin, il a peut-être pas les mêmes qualités génétiques, il a peut-être pas la même charge mentale que vous. Donc comparez ce sur quoi vous pouvez comparer et uniquement vous-même. Enfin, ce sur quoi vous pouvez comparer, c'est-à-dire vous-même. Regardez votre évolution à vous plutôt que celle des autres. Reconnectez-vous un petit peu aux sensations. Dans le livre, on parle beaucoup de science, on parle beaucoup de zones d'entraînement, on parle beaucoup de fréquences cardiaques, de VMA, de PMA, mais tu sais quand tu fais un footing en aisance, tu sais en fait partir sans montre et courir 1 heure en aisance, et ce qu'est vraiment l'aisance. T'as pas besoin d'une montre pour ça, pour savoir que t'es à 3-4 sur 10 en ressenti, que t'es en footing pépère. Si t'as un doute, tu pars avec un copain ou une copine qui est bien moins fort que toi, et comme ça tu te cales à son rythme, en espérant que lui se mette pas dans le rouge. Se reconnecter un petit peu aux sensations, ça fait très basico-basique ce que je dis, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont la tête dans les datas, la tête dans les données. C'est peut-être le seul truc pas qui m'inquiète, mais qui me fait un peu de peine par rapport à pas mal de coureuses et de coureurs qui ont le nez dedans en continu. Je trouve que c'est un petit peu dommage par rapport à la beauté de ce sport qui, au départ, était une activité de survie. On était des chasseurs-cueilleurs, même si on était beaucoup plus cueilleurs que chasseurs. D'aller se reconnecter un peu aux sensations, et puis de partir aux sensations, et puis même faites-vous du fartlek. Si vous n'avez pas d'entraîneur ou autre, le vrai fartlek, c'est quand vous avez envie d'accélérer, vous accélérez. Quand vous voulez vous reposez, vous courez à l'allure que vous voulez. Quoi rajouter? On n'en a pas parlé. Polariser l'entraînement, mais sans en faire quelque chose de... Un sacro-saint, c'est pas à l'intérieur d'une séance qu'il faut polariser. Polariser, c'est avoir 2 pôles, c'est-à-dire un pôle énorme d'entraînement à basse intensité et un pôle, on va dire aux alentours des 15-20% d'entraînement à très haute intensité. Très souvent, les gens courent trop vite dans le lent et trop lent dans le rapide. Donc, essayez d'aller vite quand vous allez vite et beaucoup plus lentement dans le plus lentement. Ça, c'est déjà des conseils de base. Après, tout ce qui est entraînement par bloc ou autre, c'est peut-être on va dire, le boulot d'un entraîneur que de faire ça. Et puis, n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels, qui soient de l'entraînement, qui soient de la santé, kiné, ostéo, podo, dès qu'il y a le moindre bobo. Déléguez
et je parle même à mes collègues kinés, déléguez. Même quand vous êtes blessé vous-même, c'est toujours intéressant d'aller consulter, d'enlever cette charge mentale. Je pense. J'ai plein d'autres conseils si tu veux, j'en ai pour la journée. Mais se reconnecter à du plaisir, consulter, aller voir des professionnels et quoi d'autre après. Mangez bien, dormez bien. On parle du sommeil aussi. Le sommeil, si vous vous blessez sans arrêt, regardez votre sommeil. Est-ce que vous vous couchez à votre heure? Est-ce que vous dormez assez? Vous avez tout intérêt à rajouter 3/4 d'heure, 1 heure de sommeil, 1-2 fois par semaine. On peut faire du stock de sommeil. C'est incroyable. Si vous avez un ultra qui arrive, couchez-vous plus tôt. N'allez pas vous entraîner. Couchez-vous plus tôt. Même si vous dormez pas, restez allongé. Ça sera du cumul pour votre ultra. Si vous allez faire un trail de 24 heures dans le Finistère ou autre, dormez. Tout à fait. Non, ça c'est un des conseils qui est souvent donné d'optimiser, enfin d'aller optimiser son sommeil et son alimentation avant d'aller chercher chercher des méthodes miracles médicamenteuses ou autres solutions de pistolets de massage, de bottes de compression, Enfin bon, la base, ça reste quand même le repos et l'alimentation correcte. Ouais, et autorisez-vous des vraies journées de repos. On peut se faire aider. Une journée off, c'est off. Tu fais du Netflix, c'est pas séance de yoga, puis 1 heure de natation, et c'est repos. Une journée de repos, c'est repos. J'aime bien voir les vidéos de Kylian qui montre sa journée repos, c'est Netflix, bol de céréales, quoi. Il mange bien, il va pas se taper forcément un burger ce jour-là, mais c'est repos, c'est important, le repos, le corps en a besoin. Merci beaucoup, Xavier. Où est-ce qu'on retrouve le bouquin? Dans les meilleures librairies, n'est-ce pas? Ouais, alors malheureusement Métropole, je peux plus, en France hexagonale, je peux pas trop dire où est-ce que le bouquin est vendu parce que je suis pas encore rentré depuis décembre. On le retrouve sur des sites en ligne, on le retrouve sur la Fnac, on le trouve sur Amazon. Je sais qu'il est en présentiel à la Fnac aussi sur Paris. On m'a envoyé des photos, je sais plus dans quel magasin, si c'est des magasins Endurance Shop ou enfin, je cite plein de marques, mais sans aucun avis sur les magasins. Je pense qu'il est dans pas mal de boutiques spécialisées. Et sinon, vous le retrouvez sur Internet. C'est La science de l'endurance. 40 chapitres coécrits avec Fabrice Kuhn aux éditions de Thierry Soucard. Merci beaucoup, Xavier. Et puis moi, je vous invite, chers auditeurs, à aller le consulter, le prendre, parce qu'il se lit vraiment très très bien. Alors, il y a des choses quand même qui sont très poussées, très spécifiques, mais dans la globalité, ça se lit très facilement. Et comme je le disais, on peut piocher un chapitre par-ci, par-là. Merci beaucoup, Xavier, parce qu'en plus, avec le décalage horaire, ça t'a fait commencer tôt cette journée avec direct un petit podcast. Exactement. Donc, un café, 6h du matin, c'est parti. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger sur l'instant. Merci pour cette invitation, François. C'était un plaisir. À bientôt. Au revoir.